Direction l'espace ce matin, ou plutôt direction Kourou, direction le CSG, le Centre Spatial Guyanais. Un an après avoir pris le relais de son prédécesseur Didier Fèvre, nous recevons ce matin la directrice du CSG, Marie-Anne-Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour bien commencer cette interview, j'aimerais, parce que nous les premiers ici à Radio Pays, quand on parle d'espace, on parle du CNES, d'Ariane Espace et du CSG, le Centre Spatial Guyanais. J'aimerais que vous nous expliquiez qui fait quoi concrètement. Alors, qui fait quoi concrètement ? Je crois que le meilleur modèle, le plus simple, évidemment, après le diable est dans les détails, on va dire, mais le plus simple, c'est de comparer ça à un aéroport. Donc, le CNES est responsable de l'aéroport lui-même, donc je suis en quelque sorte la directrice de l'aéroport. Ariane Espace, c'est l'équivalent d'une compagnie aérienne, donc en l'occurrence, on peut la comparer à Air France. Et puis, on a les deux gros fabricants de nos lanceurs, trois avec les Russes, mais en matière européenne, on a Ariane Group qui est en charge de la fabrication d'Ariane, Ariane 5 puis Ariane 6, et Avio qui est en charge de la fabrication de Vega et de Vega C qui va arriver l'année prochaine. Voilà. Donc ça donne à peu près les grandes lignes de la répartition des responsabilités. Voilà, pour savoir qui fait quoi précisément. On va profiter de votre présence également ce matin, et c'est l'actualité de ces derniers jours, pour revenir sur cet échec lundi soir de la mission Vega VV17. Une conférence de presse s'est tenue mardi. Une erreur humaine serait à l'origine de ce qu'il s'est passé. Il y avait déjà eu une mission ratée de Vega en juillet 2019. Est-ce que, comme l'ont écrit un grand nombre de titres de presse, l'Europe spatiale est en crise ? Alors, l'Europe spatiale est en crise. Disons que l'échec de lundi, il y a une commission d'enquête qui a été nommée et qui donnera ses conclusions dans les jours qui viennent. L'anomalie n'a pas du tout eu lieu au même moment dans le vol que pour VV15, donc c'est absolument pas de la même nature. Donc il faut attendre que la commission d'enquête travaille et puis ne pas trop se hâter sur ces sujets-là. C'est toujours compliqué et complexe. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Après, est-ce que l'Europe spatiale est en crise ? On a effectivement des difficultés avec le lanceur Ariane 6, dont l'Agence spatiale européenne vient d'annoncer un décalage de 2 ans. Et puis évidemment une concurrence américaine qui est très forte et qui fait que notre carnet de commandes, je dirais, enfin le carnet de commandes d'Ariane Espace n'est peut-être pas celui que l'on souhaiterait, mais il bénéficie aux États-Unis d'un modèle économique qui est notablement différent du nôtre. D'abord un milliardaire qui investit beaucoup, et puis qui est aidé quand même beaucoup par l'institutionnel, je dirais, puisqu'il y a beaucoup de missions institutionnelles américaines, il y en a beaucoup moins en Europe. Donc voilà, donc on n'est pas tout à fait sur le même schéma, mais on prépare le futur néanmoins. On a l'Ariane 6 qui va arriver dans 2 ans et qui présentera des coûts de lancement 2 fois inférieurs à ceux d'Ariane 5. On reviendra tout à l'heure sur Ariane 6. Justement, pour Vega, il y a déjà une date d'avancée pour le prochain lancement ou pas encore ? Alors, le prochain lancement était prévu début février, donc je ne sais pas dire ce qu'il en sera. Il faut attendre que la commission d'enquête, comme je vous dis, rende ses conclusions et que les actions qui vont être décidées soient mises en œuvre et planifiées, et on verra ce qu'il en est sur le manifeste. Vous avez commencé à parler de vos concurrents, notamment les concurrents américains. Mardi matin, la capsule Dragon de SpaceX qui transportait 4 astronautes s'est arrimée avec succès à la Station spatiale internationale. Est-ce que ça a du sens de comparer d'un côté ce succès de SpaceX avec le ratage de Vega ? Non, c'est 2 lanceurs qui n'ont pas du tout les mêmes missions, pas du tout les mêmes objectifs. Donc évidemment, la comparaison et la concomitance des 2 événements n'est pas très flatteuse et n'est pas très en notre faveur. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais c'est néanmoins 2 véhicules complètement différents qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes missions, et sur lesquels il n'y a pas du tout les mêmes budgets non plus. Évidemment, le Crew Dragon dont vous parlez, ce sont des budgets gigantesques qui sont mis en place, donc ça n'a rien à voir avec nos affaires à nous. Et si l'Europe devait se lancer dans ce genre d'aventure, les impacts financiers ne seraient pas forcément acceptables. Voilà. Si vous êtes avec nous ce matin aussi, c'est pour faire le bilan de cette année passée. Évidemment, vu l'année compliquée à cause de la crise sanitaire pour tout le monde, pas que pour vous, le bilan à faire est forcément biaisé. Mais malgré tout, quel regard est-ce que vous portez sur cette première année passée à la tête du Centre Spatial Guyanais ? Écoutez, justement, cette crise Covid a été un test en grandeur nature de notre capacité à réagir devant des phénomènes inconnus. Parce que reconnaissez que vous, comme nous, comme tout le monde, on s'est retrouvés devant quelque chose dont on ne comprenait pas ni les tenants ni les aboutissants. Et on a dû quand même réagir. Donc avec le centre qui a été fermé pendant plusieurs mois. Donc on a effectivement, mi-mars, quand le président de la République a décidé le confinement de la France, la Guyane a suivi le mouvement. Et donc nous, on a non pas fermé complètement la base, elle n'a jamais été fermée, mais on a arrêté les campagnes
campagne de lancement et on a mis en sécurité la base parce qu'on ne savait pas du tout si on allait devant un pic épidémique important. On manipule des matériaux dangereux. Il n'était pas question qu'on ait la moitié des équipes qui soient non disponibles parce que malades. On n'avait pas de masque à l'époque. Enfin, on avait notre stock de masques dont on ne savait pas très bien si on pouvait s'en servir, qui datait d'H1N1. On ne savait pas bien l'efficacité des mesures barrières, des distanciations sociales ou physiques. Bref, tout cela, donc effectivement, mi-mars, on a arrêté les campagnes de lancement, on a mis la base en sécurité et on a travaillé sur tous les plans de prévention, la mise en sécurité des personnes, et surtout, évidemment, des personnes. Et début mai, donc finalement, à peine 6 semaines après, on a redémarré des activités de lancement. Et là, on a montré que les mesures de précaution qu'on a prises, qui sont celles que tout le monde connaît, tous vos auditeurs les connaissent, c'est le masque, la distanciation sociale, se laver les mains, on n'a rien de plus dans notre catalogue des mesures. Eh bien, ces mesures marchent puisqu'on n'a pas eu, même en juillet et août, au moment fort de l'épidémie en Guyane, on n'a pas eu de cluster sur la base, alors que les gens travaillent quand même beaucoup en équipe. Donc, on a fait beaucoup de distanciel, comme on dit maintenant, donc beaucoup de télétravail. Pour éviter justement qu'il y ait un cluster qui apparaisse. Voilà. L'objectif était d'avoir un lancement par mois. Cette année, il y a eu 7 tirs en 11 mois. C'est uniquement dû à la crise sanitaire ? Alors, c'est uniquement dû à la crise sanitaire. Je pense qu'on aurait pu, en fin d'année... Pour ce qui est de la base, on aurait pu avoir 1 ou 2 lancements supplémentaires, puisqu'on a repris les activités, donc je vous le dis, en juillet, et on aurait pu lancer des Ariane cet été, par exemple. Bon, ça n'a pas été possible parce qu'il n'y avait pas de vol prévu, et il n'y avait pas de vol prévu parce qu'aussi certains des clients d'Ariane Espace ont fait faillite suite au Covid. Donc ça, ou en tout cas lié d'une façon ou d'une autre au Covid. Donc ça, c'est un effet, entre guillemets, secondaire. Voilà. Donc effectivement, la base, le Covid et la base auraient permis de faire un peu plus de lancements, mais la situation globale ne l'a pas permis. Il y a eu aussi des reports de faits, notamment à cause des conditions météorologiques, alors que normalement la Guyane est réputée pour sa fiabilité météorologique. Ça veut dire que c'est en train de changer, ça, et qu'il va falloir prendre en compte ces changements dans l'avenir ? Alors, la République Guyane est réputée pour sa stabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de cyclone, donc il n'y a rien qui détruit nos pas de tir et qui détruit nos lanceurs. Nous savons très bien que juillet et août, ce n'est pas une nouveauté. Juillet et août, ce n'est pas une période très favorable en termes de vent en altitude pour garantir la sécurité des personnes. Donc, je m'explique. En cas de problème sur un lanceur, on s'assure qu'à tout moment, si le lanceur rencontre une difficulté, les débris liés à une explosion ou les gaz toxiques liés à cette explosion ne retomberont pas sur des zones habitées. Et ça met en jeu les vents en altitude. Donc effectivement, juillet et août est une période où on a beaucoup de vents en altitude qui viennent de l'Est, et ces vents-là ramènent les débris et les nuages toxiques vers la côte. Donc on sait que ce n'est pas une période favorable, notamment pour les lancements vers le nord. Donc on évite de programmer ces lancements-là. Et effectivement, ce qu'on a essayé de lancer en juillet, c'était un lancement, enfin en juin et juillet, c'était un lancement Vega qui était prévu en mars. Donc en mars, c'était tout à fait une bonne période, sauf qu'on a eu le Covid, et donc on a dû décaler en fin juin. Et là, évidemment, on n'a pas... De toute façon, il était hors de question qu'on prenne le risque pour les populations seules. On a tenté... parce que on était déjà très en retard à cause du calendrier. À cause du calendrier. Donc on a tenté le lancement et les conditions n'étaient pas favorables. On ne l'a pas fait. On a attendu septembre. Et d'où ce lancement qui a été reporté plusieurs fois jusqu'à ce que finalement il réussisse au mois de septembre. Il y a un autre gros dossier dont vous avez commencé à parler, c'est le lancement d'Ariane 6. Initialement, le premier vol d'Ariane 6 aurait dû avoir lieu à la fin de l'année 2020, puis ça a été décalé à 2021, mais finalement ça ne devrait pas arriver avant 2022, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc le premier lancement d'Ariane 6 a été annoncé au 2e trimestre 2022. Et ce retard uniquement dû aussi par la crise sanitaire, ou il y a d'autres éléments, d'autres facteurs Alors il y a une partie qui est due à la crise sanitaire, notamment le chantier de nouveau pas de tir d'Ariane 6 en Guyane a été gelé pendant un certain temps, pareil, pendant 1 mois et demi, entre 15 mars et mi-mai. Le chantier n'a pas repris non plus à son rythme total, puisque nous respectons les distanciations physiques, le port du masque est très inconfortable pour les gens qui travaillent dehors. Enfin, vous comprenez bien que tout ça, ça ralentit un peu les activités. Mais au-delà de ça, il y a eu également des difficultés techniques, notamment sur le développement du lanceur lui-même, de différentes natures, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, si vous voulez bien, mais qui font que... au lieu d'avoir peut-être 3 à 4 mois de retard, on a significativement plus
aujourd'hui. Et le pas de tir uniquement, sans parler d'Ariane 6, mais vraiment le site de lancement, les travaux, on en est où ? On est quasiment dans la recette finale de qualification. Donc, on a érigé des maquettes de corps central, on a adjoint les boosters aussi avec des maquettes. Donc, tout cela est testé. Et donc, on rentre vraiment dans ces périodes de fin de chantier qui sont les grosses périodes de qualification. Aujourd'hui, la majorité des contrats des fusées Ariane sont signés entre des acteurs européens. Est-ce que l'objectif à terme avec Ariane 6, c'est de remporter des contrats avec d'autres acteurs, d'autres nationalités ? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, on lance beaucoup de satellites qui ne sont pas européens. Qui ne sont pas européens ? Ah oui, bien sûr. Alors j'avais cru dire, autant pour moi, j'avais cru dire que Ariane 6 lançait exclusivement ou quasi exclusivement Non, pas du tout. Ariane 5, justement, jusqu'à présent, récoltait un peu plus de la moitié des satellites commerciaux dans le monde, donc qui sont de toute nationalité. Vous aviez même des satellites américains, mais il y avait aussi des satellites indiens, des satellites japonais, des satellites de toute origine. Et aujourd'hui, ce qu'il se trouve, c'est qu'effectivement, le marché des satellites commerciaux déjà a un peu diminué parce qu'on parle beaucoup plus de constellations. Donc, on est dans une mutation qui fait qu'il y a peut-être un peu moins de commandes et que SpaceX est arrivé sur ce marché commercial alors que les Américains n'y étaient pas trop jusqu'à présent. Ils étaient très focalisés sur leur marché intérieur, je dirais, même s'ils ne se fermaient pas la porte sur le commercial, mais ils n'étaient pas trop agressifs. Là, ils le sont significativement et donc, effectivement, vu qu'ils arrivent à casser les prix compte tenu de leur modèle économique, eh bien, ils fragilisent notre modèle à nous, puisque des clients qui jusqu'à présent avaient l'habitude de se faire lancer par Ariane, aujourd'hui vont se faire lancer par SpaceX. Autre question, Marie-Anne-Claire, un rapport de la Cour des comptes avait pointé du doigt il y a quelques années maintenant que le centre était vieillissant, qu'il fallait moderniser le CSG. Lorsque vous étiez arrivé à la tête du CSG l'année dernière, vous aviez expliqué que les travaux de carénage pour moderniser le centre allaient bientôt débuter. Vous en êtes où, justement, de la révision des infrastructures ? Écoutez, on a continué. Alors là, le Covid ne nous a pas arrêtés, puisqu'on est quand même dans un travail là encore de papier, je dirais, on n'est pas en train de faire des chantiers. Donc les ingénieurs du CNES ont continué vraiment à travailler là-dessus. On a eu une séquence marathon de revues, disons qu'on a arrivé à un certain stade de projet cet été, donc tout le monde a beaucoup travaillé et on continue. Et aujourd'hui, on va démarrer début 2021, c'est un peu démarré maintenant, mais surtout début 2021, un certain nombre de contrats industriels pour commencer justement les modifications de ces infrastructures avec un objectif que tout soit fait pour 2024. Et la modification de ces infrastructures, ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce que vous avez déjà changé ? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut changer. Il y a d'abord, il faut rénover nos réseaux d'énergie, typiquement. Et on a également, typiquement, une centrale photovoltaïque qu'on est en train de démarrer, puisqu'on s'est donné un objectif ambitieux d'énergie renouvelable à 90% pour 2025. Et donc, on démarre dès aujourd'hui les appels d'offres sur cette centrale photovoltaïque. On a également des nouveaux schémas opérationnels, puisque nous pensons que dans le futur, on aura des lanceurs différents en Guyane. Donc, on aura certes Ariane 6 et Vega, mais on aura peut-être aussi des micro-lanceurs. On parle aussi d'un nouveau objet qui s'appelle le Space Rider. On aura l'occasion d'en reparler, qui est une petite capsule ailée qui doit revenir, qui doit aller en orbite, faire des expériences en apesanteur et revenir. Pour réutiliser en fait ce Voilà, et on va la réutiliser. Donc elle revient, et elle revient. Il a été décidé qu'elle revenait à Kourou, donc d'autres sites étaient candidats. On a également des micro-lanceurs, notamment allemands, qui ont choisi le Kourou comme un des 2 sites de lancement pour le futur. Donc on aura comme ça des objets, des lanceurs différents. Donc on doit mener des opérations de façon différente. Et puis on a l'arrivée du numérique. Effectivement, nos installations datent de la fin des années 90, début 2000. Donc, à l'époque, le numérique, ça existait très peu. Et donc, on doit rénover tout ça pour aussi améliorer nos coûts d'exploitation et être à la page. Une base du 21e siècle. J'aimerais qu'on revienne sur ces champs photovoltaïques dont vous avez commencé à parler. L'objectif, en fait, c'est vraiment que vous produisiez votre électricité sur place ? Alors, l'objectif, c'est que nous essayons de produire au maximum de l'énergie renouvelable. Donc, les champs photovoltaïques sera effectivement de la consommation propre. En revanche, on a également des projets de centrales biomasse. Et là, l'énergie produite par ces centrales seront réinjectées sur le réseau EDF. Donc, ce sera de l'énergie propre réinjectée sur EDF. Et ce que nous allons récupérer, c'est de l'eau glacée qui sera générée comme effet secondaire, je dirais comme produit secondaire, par ces centrales biomasse, et donc de l'eau glacée qui sert à alimenter notre climatisation. Voilà. Et donc,
En faisant le cumul de l'ensemble de cela, eh bien, on arrive à 90% d'énergie propre en 2025. Avec l'objectif aussi, je suppose, de réduire sa facture d'électricité ? Oui, bien sûr, on a cet objectif également, qui est un objectif important. Je vous l'ai dit, on a des objectifs de compétitivité qui font que réduire la facture d'électricité, c'est important. Mmh. Mais je dirais que ce n'est peut-être quand même pas ça notre premier moteur. Notre premier moteur, il est écologique et il est volonté de travailler sur ces énergies de façon à améliorer. Le CNES, vous savez, est très sensible à tout ce qui est évolution climatique. On a des missions de satellites entières qui sont sur ces sujets. On a une vraie préoccupation sociétale au sein de la maison CNES sur les évolutions de cette énergie et de la façon que nous avons de consommer. Et donc, le CSG est en tête de liste sur ces genres de préoccupations. Dernière question, Marie-Anne Claire, puisqu'on a commencé à parler un petit peu de l'aspect financier. Est-ce que financièrement, les États européens continuent de vouloir investir de l'argent au CSG ? Ils l'ont montré en novembre, en novembre 2019, il y a à peu près un an, ils ont décidé effectivement d'investir dans CSG-NG, le CSG Nouvelle Génération. Et donc, ils ont mis sur la table, en plus de la partie française, je dirais, ils ont mis sur la table plus d'une centaine de millions d'euros. Les négociations ne sont pas compliquées, c'était ça ma question. Les négociations, vous sentez qu'il y a toujours une motivation à investir dans le spatial ? Il y a une motivation. Après, ils sont attentifs à ce qu'on soit vertueux sur la façon dont ils dépensent cet argent. Ça me paraît légitime. Mais je ne peux pas dire qu'on a une fin de non-recevoir, absolument pas. Au contraire, ils viennent de montrer qu'ils investissent. On terminera là-dessus. Merci beaucoup Marie-Anne Claire d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, vous êtes la directrice du Centre Spatial Guyanais. Vous étiez avec nous pour parler de cette première année passée à la tête du CSG. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous.